Chunk 1. Elle a commencé comme un matin ordinaire à Sandringham House, le paisible domaine royal du Norfolk, lorsqu'un restaurateur a découvert un petit coffre scellé enterré derrière un mur. À l'intérieur se trouvait un journal relié à la main, dont les pages étaient bordées de monogrammes des années 1980 et appartenant à Diana, princesse de Galles. En quelques jeunes jours, cette découverte a provoqué une onde de choc à travers le palais de Buckingham. Lorsque le roi Charles a lu le journal en privé, des assistants ont déclaré qu'il s'était effondré de chagrin, submergé par le retour d'une voix qu'il pensait disparue à jamais. La découverte à Sandringham a commencé discrètement sur le domaine de Sandringham, dans le Norfolk, lors de travaux de restauration de routine à l'intérieur d'une des ailes de service les plus anciennes. Un agent d'entretien, en dégageant une cave désaffectée sous les quartiers des domestiques, a remarqué une section de maçonnerie décollée. Derrière, enveloppé dans un tissu vieilli et couvert de poussière, se trouvait un petit coffre gravé des armoiries royales. L'objet était scellé à la cire, cassante mais intacte, et portait des marques suggérant qu'il n'avait pas été touché depuis plus de 40 ans. L'ouvrier a immédiatement signalé la trouvaille à son superviseur, qui a, à son tour, alerté la sécurité. En début d'après-midi, un intendant supérieur avait ordonné le scellement de la pièce. Le coffre a été transféré dans un espace d'archives sécurisé à l'intérieur de Sandringham House, où une paire de conservateurs ont été discrètement convoqués. Officiellement, ils étaient là pour un inventaire de routine. En vérité, tout le monde dans la pièce sentait que quelque chose d'important s'était produit. Lorsque le seau a été soigneusement brisé et le couvercle ouvert, ils ont découvert un journal relié à la main enveloppé dans de la soie bleue décolorée. Les pages étaient bordées de monogrammes marqués DS, les initiales incontestables de Diana, princesse de Galles, et les bords présentaient une usure typique des journaux des années 1980. La nouvelle de la découverte a commencé à voyager plus vite que le protocole ne pouvait le contenir. Un murmure parmi le personnel. Un SMS partagé trop nonchalamment. À la tombée de la nuit, une grande partie du personnel avait entendu dire que quelque chose lié à la princesse Diana avait fait surface. Le lendemain matin, une note interne étiquetée sensible, restreinte, ordonnait la discrétion de tous les départements. Pourtant, le contrôle a de nouveau échappé. Quelqu'un à l'extérieur du domaine a eu vent de la découverte et l'a transmise à un contact dans la presse londonienne. En moins de 48 heures, un bref titre en ligne est apparu. Le journal secret de Diana, retrouvé à Sandringham. Des caméras ont rapidement bordé les grilles en fer du domaine. Les journalistes ont exigé des réponses. Les porte-paroles de la famille royale ont refusé de commenter. Et une restauration discrète s'était transformée en une histoire internationale, avant même que le palais n'ait confirmé qu'elle avait eu lieu. À l'aube, sur le palais de Buckingham, les fonctionnaires ont travaillé frénétiquement pour rédiger une réponse. Les téléphones ont sonné toute la nuit. Chunk 2. Des assistants ont pesé chaque mot d'une déclaration potentielle. Ce qui avait commencé comme une simple découverte dans un domaine de campagne était devenu une obsession mondiale. En un seul week-end, le monde privé de Sandringham est entré en collision avec la mémoire publique de Diana. Et, pour la première fois depuis des années, la monarchie a été confrontée à des questions qu'elle ne pouvait pas facilement contrôler. Un royaume en état de choc. À 10 heures du matin, le lendemain, un bref communiqué a été publié. Il confirmait qu'un artefact d'intérêt historique avait été découvert à Sandringham House et serait examiné par des spécialistes des archives. Aucune mention de Diana, aucune mention d'un journal, mais l'omission en disait long. Des équipes de télévision se sont rassemblées devant les grilles du palais tandis que des journalistes criaient des questions sous la brune. Le silence officiel n'a fait qu'attiser les spéculations. À l'intérieur, des courtisans supérieurs ont décrit une atmosphère de panique contenue. Le roi, informé de la découverte la veille au soir, serait resté assis en silence pendant plusieurs minutes avant de demander un rapport complet. Des témoins ont déclaré plus tard qu'il semblait abasourdi, presque vide. Des sources anonymes ont rapidement commencé à fournir des détails aux journalistes, affirmant que le roi avait été profondément ému
et qu'il souhaitait voir le contenu lui-même. Pour beaucoup de ceux qui ont regardé les émissions ce soir-là, ces allusions seules ont suffi à rouvrir des décennies d'émotions royales. Dans les médias, les spéculations sont devenues incessantes. Le journal était-il authentique? Pouvait-il contenir des souvenirs non exprimés du début des années 1990, la séparation, les interviews, la tourmente? De vieilles images de Diana à Sandringham, souriant lors d'une séance de photos caritatives, ont été diffusées en boucle à la télévision. Les commentateurs ont opposé ces images dorées à la tension qui pesait désormais sur la monarchie. La nostalgie collective de la nation s'est mêlée à la curiosité, formant quelque chose qui ressemblait à du chagrin. À l'intérieur des murs du palais, les conseillers ont exhorté à la discipline. Pas de fuite, pas de réaction. Mais à l'extérieur, le silence semblait plus fort à chaque heure. Même des employés retraités de longue date ont été approchés pour commenter. Dans les cafés et les salles de rédaction, une question revenait sans cesse. Qu'était-il écrit dans ces pages? Et pourquoi avait-elle été cachée tout ce temps-là? Alors que les caméras se massaient devant les grilles du palais, les historiens ont commencé à reconstituer des fragments d'informations. Des rumeurs suggéraient que le journal couvrait les années 1991 à 1996, les années entre la séparation et la liberté, lorsque Diana a remodelé à la fois son image publique et sa vie privée. Chunk 3. Pour les érudits comme pour les admirateurs, ces chapitres manquants portaient une intrigue irrésistible. Ils étaient sur le point d'apprendre ce que la princesse elle-même avait écrit de son propre encre, avec ses propres mots. D'or, les années cachées de la vie de Diana. Lorsque les spécialistes des archives royales ont finalement été autorisés à étudier le journal, ils l'ont traité avec la révérence réservée aux trésors nationaux. L'écriture était instantanément reconnaissable, délicate, légèrement inclinée, pleine de sentiments. La première entrée datée est apparue en juin 1951, peu après sa séparation du prince Charles. La dernière est arrivée en août 1996, l'été où son divorce est devenu définitif. Le journal offrait ce qu'aucune biographie ne pourrait jamais offrir. Les pensées privées de Diana, non filtrées et réelles. Dans un passage écrit tard dans la nuit à l'intérieur du palais de Kensington, elle décrivait le fait de rester éveillée pendant que des flashs crépitaient devant les grilles. Parfois, elle écrivait « Je me sens plus comme une photographie qu'une personne ». Une autre entrée faisait référence à ses fils William, âgé de 9 ans, et Harry, 7 ans, les qualifiant de sa plus grande vérité. Les entrées oscillaient entre le désespoir et l'espoir, entre la solitude et une détermination tranquille. Chaque paragraphe révélait le prix à payer pour vivre à l'intérieur d'une histoire que le monde croyait déjà connaître. Les chercheurs ont comparé la chronologie du journal avec des événements publics connus. La publication de Diana, A True Story en 1992, son retrait des fonctions officielles en 1993 et la célèbre interview télévisée de 1945. Les pages s'alignaient parfaitement. Pourtant, parmi ces jalons, il y avait des notes paisibles, des matinées à peindre dans le jardin, à lire à ses garçons, à écrire des lettres qu'elle n'a jamais envoyées. Dans une entrée de mars 1944, elle a écrit « Si je peux trouver un sens, je peux pardonner ». Cette ligne à elle seule a remodelé la façon dont les historiens considéraient ces dernières années. Il n'y avait aucune amertume dans ces mots, seulement de la fatigue et un désir ardent de paix. « J'apprends », lisait un passage, « que la liberté porte sa propre solitude. » Pour le public qui l'avait adoré, le journal a transformé l'icône distante en quelque chose d'affligeant d'humain. Il montrait que sous le glamour et la tragédie, Diana avait cherché à comprendre. Et peut-être que dans ces dernières années, elle avait commencé à le trouver. Alors que les archivistes tournaient les pages dans ces pages fragiles, une seule feuille pliée s'est glissée entre elles. Son ton différait, mesuré, délibéré, adressé non pas au monde, mais à une seule personne. L'entête disait simplement « Votre Majesté ». Il semblait s'agir d'une lettre privée, peut-être non envoyée, son encre estompée, mais lisible. Les mots
qui suivrait ne tarderait pas à provoquer un nouveau choc au sein du palais. Un message écrit non pas pour l'histoire, mais pour la reine elle-même. La lettre qui n'est jamais parvenue à la reine. La page pliée découverte entre les entrées du journal, datée d'avril 1996 et de juin 1996, ne ressemblait à aucune autre. Son ton était formel, son langage prudent, presque diplomatique. Le papier portait le filigrane du palais de Kensington utilisé lors de la correspondance officielle, et la formule de salutation commençait simplement par « Votre Majesté ». Les experts ont rapidement réalisé ce qu'il tenait. Chunk 4, une lettre de Diana à la reine, probablement rédigée dans les derniers mois de tension avant que son divorce ne soit finalisé. L'écriture montrait de la retenue, mais de l'émotion sous sa surface. « Je ne peux plus supporter d'être invisible », écrivait-elle dans une ligne claire. Il n'y avait pas d'amertume, seulement de l'épuisement. La lettre parlait de son souhait de paix au sein de la famille et de sa conviction qu'une réconciliation était encore possible. Dans un autre paragraphe, elle écrivait qu'elle espérait être considérée non pas comme un adversaire, mais comme une mère faisant de son mieux. La dernière phrase s'interrompait au milieu d'un mot, comme si elle avait été interrompue. Elle n'a jamais été signée, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un brouillon, d'un message jamais envoyé. Lorsque le document a été examiné par des historiens royaux, ses implications ont été discrètement débattues, à huis clos. Pendant des années, Diana a été dépeinte comme distante du foyer royal dans ces dernières années. Pourtant, cette note a révélé quelque chose de plus complexe. Une femme qui tendait encore la main, même après une séparation publique. Un archiviste principal a commenté « On dirait quelqu'un qui demande à être entendu, pas pardonné, juste compris ». La découverte a forcé les historiens à remettre en question les hypothèses de longue date sur la relation finale de Diana avec la famille. On ne sait pas si la lettre a été retenue, égarée ou intentionnellement gardée privée. Aucun document officiel de 1996 ne mentionne sa réception et aucune réponse n'existe dans les archives. Pour certains, ce silence semblait symbolique, une conversation qui aurait pu tout changer mais qui n'a jamais eu lieu. La page pliée glissée entre les dernières entrées du journal était la seule trace restante d'un dialogue qui n'a jamais commencé. À l'intérieur du palais, la découverte a provoqué une agitation silencieuse. Le journal était une chose, une réflexion personnelle, mais la lettre était différente. Elle était écrite directement à la reine avec le poids à la fois d'une supplication et d'une confession. Alors que les archivistes préparaient des rapports et que la presse devenait agitée, une question planait sur le palais de Buckingham. Comment le roi allait-il réagir à la redécouverte des mots privés de Diana? Des mots qu'il aurait eu plus que quiconque du mal à affronter. La réaction privée de Charles. Les proches de la maison royale se souviennent du jour où le roi Charles a lu pour la première fois les transcriptions du journal et de la lettre. Selon des initiés, il avait été informé par des assistants plus tôt ce matin-là à Clarence House, où il avait demandé du temps seul pour examiner les documents. Pendant plusieurs heures, il est resté à huis clos. Lorsqu'il a finalement émergé, des témoins ont décrit son expression comme étant tirée, discrète, comme si le temps lui-même l'avait tiré en arrière. Pour ceux qui étaient proches, ce n'était pas le roi qui sortait, mais un homme confronté aux échos de son passé. En privé, ceux qui l'entouraient ont dit que l'expérience était bouleversante. Chunk 5. Les pages ont ravivé les souvenirs de 1981, d'un mariage regardé par des millions de personnes et des années qui ont suivi. Séparation, examen minutieux, perte. Un assistant l'a décrit comme le retour d'une voix qu'il pensait ne plus jamais entendre. Il y a eu des rapports de nuit blanche et de rendez-vous annulés. Il a été profondément affecté. Un haut courtisan s'en est souvenu plus tard. Vous pouviez le voir dans sa posture, dans la façon dont il évitait la conversation. Au sein du palais, les opinions différaient sur la façon de procéder. Certains conseillers principaux ont exhorté le roi à garder le silence pour protéger la vie privée de la famille. D'autres ont estimé qu'une reconnaissance serait le choix le plus humain. Le débat est devenu tendu, non pas à cause de la politique,
mais à cause de l'émotion. Ceux qui avaient connu Charles et Diana dans les années 1980 ont dit que la réaction du roi était marquée par le regret plutôt que par la défensive. Un fonctionnaire l'a dit clairement. Il n'a pas vu cela comme un scandale. Il a vu cela comme un souvenir. Aucun commentaire officiel n'est jamais venu directement du roi. Au lieu de cela, un porte-parole a discrètement publié une ligne reconnaissant la compassion et l'humanité durable de la princesse. C'était bref mais digne. Pour beaucoup, c'était l'aperçu le plus clair du chagrin privé qui persistait encore. Derrière les murs royaux. Un rappel que même après toutes ces années, l'histoire de Charles et Diana n'était pas terminée, seulement interrompue. Pendant que le roi se retirait dans la réflexion, le regain d'attention sur Diana a eu une autre conséquence. Il a ramené Camilla, maintenant reine consort, dans une tempête médiatique qu'elle avait appris à gérer depuis longtemps. L'acceptation tranquille qu'elle avait construite au fil des décennies semblait soudain fragile. Alors que les gros titres relançaient tout, les comparaisons entre deux femmes très différentes, l'extérieur calme de Camilla a fait face à son test le plus difficile à ce jour, la lutte silencieuse de Camilla. Lorsque la découverte a dominé les gros titres, la reine Camilla s'est retrouvée une fois de plus au cœur d'une histoire, et ça d'une histoire qu'elle n'avait pas choisie. Des photographies l'ont capturée quittant la chapelle de Windsor après le service matinal, composé, réservé, mais visiblement tendu. Pour une grande partie du public, ces images ont ravivé des comparaisons familières. De vieux récits ont refait surface du jour au lendemain. La compassion de Diana, le calme de Camilla et l'équilibre fragile entre eux qui avaient façonné l'histoire royale moderne. Chunk, 6. À l'intérieur du palais, le personnel l'a décrite comme stable mais tendue. Un assistant a partagé plus tard qu'elle avait encouragé le roi à tenir bon, mais à éviter l'exposition émotionnelle. Un autre a admis qu'elle préférait une approche plus privée, résoudre discrètement, aller de l'avant. Des rapports suggèrent que cette différence d'attitude a créé une tension subtile au sein de leur cercle intime. Ce n'était pas une division, mais un contraste. Deux façons de faire face à la même tempête. Ceux qui la connaissaient ont dit que la plus grande force de Camilla avait toujours été l'endurance. La couverture médiatique, cependant, était implacable. Les chroniqueurs ont revisité des images vieilles de plusieurs décennies datant de 1997, ressuscitant le langage de la rivalité que Camilla avait travaillé sans relâche à dépasser. Les tabloïds ont souligné le contraste entre son attitude publique calme et l'héritage émotionnel de la défunte princesse. Un titre disait simplement « Deux reines, une couronne de mémoire ». Des amis proches de Camilla ont décrit sa frustration non pas comme de la colère, mais comme de la fatigue. Le retour d'une vieille blessure qu'elle croyait que le temps avait guérie. Malgré tout, elle a continué ses fonctions avec discipline. Les apparitions à des programmes d'alphabétisation, à des œuvres de bienfaisance pour les anciens combattants et à des initiatives rurales se sont déroulées comme prévu, bien que les caméras aient surveillé chaque expression. Ceux qui l'entouraient ont dit qu'elle évitait complètement la télévision, préférant lire le soir et maintenir des conversations légères. Elle a déjà vécu des tempêtes, a dit un ami de longue date. Elle sait que celle-ci passera aussi, mais ça fait quand même mal. Pour Camilla, le silence n'était pas une faiblesse, c'était la survie. Au fil des semaines, la frénésie a commencé à se calmer. Pourtant, les dégâts et la fascination sont restés. La redécouverte du journal de Diana avait remué quelque chose de plus profond que des potins. Elle avait rouvert un chapitre de l'histoire royale qui ne s'était jamais vraiment fermé. Et alors que le monde réfléchissait à la femme dont les mots émeuvent encore des millions de personnes, la question persistait. Que signifieraient ces pages pour les fils qu'elle a laissés derrière elle, William et Harry? Pour le prince William et le prince Harry, la découverte du journal a réveillé des émotions longtemps maîtrisées. Derrière les murs du palais, des assistants ont parlé d'une famille soudainement replongée dans un vieux chagrin. Ce n'était pas seulement la tempête médiatique qui les troublait, c'était l'idée d'entendre à nouveau la voix de leur mère. Dans ses propres mots,
Le journal, bien qu'écrit des décennies plus tôt, ressemblait à un message à travers le temps, destiné uniquement à eux. Chunk Sets. En privé, les frères ont réagi très différemment. Ceux qui sont proches de William l'ont décrit comme posé, délibéré. Il a lu les rapports, a reconnu l'importance de préserver les mots tabous de sa mère et a exhorté le palais à traiter la question avec confidentialité et dignité. Son objectif, comme toujours, était la stabilité, la protection de sa femme, Catherine, et de leurs enfants contre les troubles inutiles. Il croit que le silence est une force, a dit un initié de la cour. Pourtant, même son calme mesuré portait des traces de malaise. Pour William, le journal n'était pas de l'histoire, c'était la maison. Harry, en revanche, était plus expressif. Des amis disent qu'il croyait que le contenu appartenait au fils de Diana, et non à une institution. Il aurait dit à des confidents que la vérité appartenait à ses garçons. Vivant à l'étranger et éloigné du protocole royal, Harry a fait savoir par l'intermédiaire d'intermédiaires qu'il voulait une transparence totale. Cela a ravivé la différence de longue date dans la façon dont les frères abordaient l'héritage de leur mère. L'un préférant la discrétion, l'autre exigeant l'ouverture. Ils ont tous les deux raison, a fait remarquer un ami de la famille à voix basse. Ils font simplement leur deuil dans des langues différentes. La sympathie du public a gravité vers les deux fils, mais de différentes manières. Pour beaucoup, William incarnait la constance de Diana. Harry, sa défiance. Le journal a brouillé ses lignes, rappelant au monde que les deux étaient Soai, des fragments de la même histoire. Comme l'a dit un historien royal, son héritage n'est pas divisé. Il vit à travers eux deux. En revisitant les mots de leur mère, les frères ne se contentaient pas de faire face au passé. Ils étaient confrontés à ce qu'ils étaient devenus sans elle. Alors que la lutte silencieuse des frères se déroulait, le monde extérieur a évolué plus rapidement. Les agences de presse ont disséqué chaque citation présumée. Les analystes ont débattu du sens. Et des émissions spéciales de télévision ont diffusé des rétrospectives nocturnes. Ce qui avait commencé comme une découverte archivistique s'était transformé en un phénomène médiatique à grande échelle, un phénomène qui semblait impossible à contrôler. Pour la monarchie, il ne s'agissait plus seulement de Diana. Il s'agissait de savoir quelle quantité de vérité l'institution pouvait se permettre de révéler. La tempête médiatique. Une fois que les premiers extraits de la transcription ont atteint les journalistes, la réaction mondiale a été instantanée. Les émissions d'information à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie ont commencé avec les mêmes mots. Diana parle à nouveau. Conk 8. L'expression s'est répandue sur les écrans de télévision et les fils d'actualité des médias sociaux, comme une marée. Chaque détail, de l'écriture à l'encre, a été analysé et débattu. Était-ce authentique? Quelque chose a-t-il été omis? Pour la presse, c'était l'histoire d'une génération redécouverte. Les journaux ont publié des comparaisons côte à côte des citations du journal et des interviews passées. Dans un extrait présumé daté de 1993, Diana a écrit « Parfois, la vérité n'a pas d'endroit sûr. » Cette ligne à elle seule est apparue sur les premières pages du monde entier. Des documentaires ont été commandés presque du jour au lendemain. L'histoire des éditeurs et le profit ont commencé des guerres d'enchères informelles pour les droits exclusifs. En une semaine, le journal n'était plus une relique privée. Il était devenu une conversation mondiale sur la mémoire, le contrôle et la propriété du passé. Mais à côté d'une véritable érudition, il y avait le chaos. Des théories du complot ont inondé les espaces en ligne, affirmant que d'autres journaux pourraient exister, cachés dans les archives du palais de Kensington, enfermés pendant des décennies. Des sources anonymes ont parlé de volumes manquants, bien qu'aucune preuve n'ait étayé de telles affirmations. Le mélange de fascination et de fantaisie a brouillé la frontière entre le fait et l'imagination. Un historien a noté: c'est la voix de Diana que nous entendons à nouveau, mais aussi celle de tous les autres, faisant écho à leur propre idée de qui elle était. Pour la maison royale, la frénésie était à la fois ingérable et familière. Chaque déclaration qu'il publiait ne faisait qu'approfondir la spéculation. Rester silencieux semblait évasif.
Parler semblait défensif. Une fois de plus, l'histoire de Diana avait dépassé la couronne elle-même, un rappel que même des décennies plus tard, sa présence pouvait attirer l'attention du monde sans prononcer un seul mot. Au milieu du bruit, le palais de Buckingham a choisi la retenue. Pendant près de 2 semaines, il n'y a pas eu d'interview, pas de clarification, seulement du silence. Derrière les murs, les archivistes ont continué à authentifier chaque page pendant que des assistants principaux rédigeaient une réponse prudente. Il ne s'agissait pas seulement de précision, mais aussi de dignité. Lorsque la déclaration officielle est finalement arrivée, sa brièveté a laissé plus de questions que de réponses. La réponse délicate du palais. La déclaration, publiée discrètement par les voies officielles, a évité tout sensationnalisme. Elle a confirmé qu'un document personnel appartenant à la regrettée Diana, princesse de Galles, avait été sécurisé et était en cours d'examen par les archivistes royaux afin de vérifier son authenticité. Elle a ajouté que le processus serait géré dans le plus grand respect de la vie privée. Chunk 9. Il n'y avait ni déni ni élaboration. Pour les journalistes, le manque de détails n'a fait qu'amplifier l'histoire. Le libellé portait le ton prudent de la diplomatie du palais. C'était constant, non provocateur, mais curieusement humain. Le roi souhaite exprimer son admiration durable pour la compassion et l'engagement de la défunte princesse envers les autres. La déclaration se poursuivait. Cette seule ligne est devenue le centre des commentaires dans le monde entier. Les analystes ont noté que c'était la première fois que le roi parlait si personnellement de Diana depuis des années. Pourtant, ce qui importait le plus, c'était ce qui restait non dit, l'absence de reconnaissance du contenu du journal. L'opinion publique s'est fortement divisée. Certains ont félicité le palais pour sa retenue, la considérant comme une marque de respect. D'autres l'ont accusé d'évasion. Des éditoriaux à Londres, New York et Sydney ont débattu de la question de savoir si la monarchie protégeait sa dignité ou cachait la vérité. Les médias sociaux ont débordé d'empathie et d'indignation. Même maintenant, a écrit un chroniqueur, elle les oblige à choisir entre le silence et l'honnêteté. Dans cette tension, l'influence de Diana se faisait sentir plus forte que jamais. Au sein du cercle royal, l'atmosphère était à l'acceptation prudente. Les assistants ont souligné l'importance de l'unité, rappelant à tous que l'histoire se règle souvent plus doucement que les cycles d'information. Ce n'est pas une crise. Un membre du personnel supérieur a fait remarquer, c'est un écho. Mais même eux savaient que les échos peuvent durer, surtout lorsque la voix appartient à Diana. Après des semaines d'analyse et de spéculation, une révélation est restée, la dernière page du journal. C'est là, parmi les derniers mots qu'elle ait jamais écrits, que les lecteurs ont trouvé la ligne qui allait faire taire tous les débats. Courte, simple et terriblement humaine. Elle est devenue la phrase qui définirait à jamais l'héritage du journal. La dernière page du journal. La dernière entrée, confirmée comme étant l'écriture authentique de Diana, ne contenait que quelques phrases. La dernière ligne disait « S'ils trouvent ça un jour, dites à mes garçons que je voulais la paix. » Pas de date, pas de signature, seulement ces mots, reposant au bord d'une vie qui avait déjà façonné la monarchie moderne. Lorsque ces lignes ont été lues à haute voix par des historiens lors d'une séance d'examen privé, même les auditeurs les plus posés seraient restés silencieux. La simplicité du message a transcendé tous les débats. Il ne s'agissait pas de scandale, de secret ou de chagrin. Il s'agissait d'amour, du dernier souhait d'une mère d'être comprise par ses fils. Les analystes qui avaient passé des années à interpréter les interviews de Diana ont maintenant constaté que sa voix la plus authentique attendait tranquillement, cachée sur une étagère sous Sandringham House. Ce n'est pas l'histoire qui parle, a déclaré un érudit. C'est l'humanité. Les mots ont atteint des millions de personnes une fois rendus publics. Chunk 10. Ils sont apparus dans des émissions de télévision, imprimés sur des programmes commémoratifs, partagés dans des hommages en ligne. Pour beaucoup de ceux qui ont grandi en regardant sa vie se dérouler, la ligne ressemblait à une clôture, non seulement pour sa famille,
mais pour toute une génération qui l'avait pleuré depuis 1997. Le journal n'avait pas révélé de secrets ni d'accusations. Au lieu de cela, il a restauré la douceur souvent perdue dans le bruit qui entoure son nom. En fin de compte, la découverte du journal n'a pas affaibli la monarchie. Elle l'a humanisée. Elle a rappelé au monde que derrière la cérémonie et le silence, il y a des cœurs qui pleurent, pardonnent et se souviennent. Comme l'a conclu un commentateur dans les derniers instants d'un documentaire télévisé, même maintenant, des décennies plus tard, Diana ne parle toujours pas pour défier la couronne, mais pour lui rappeler à quoi ressemble la compassion. Dans les salles tranquilles de Sandringham, le journal repose maintenant dans les archives royales, ses pages scellées une fois de plus. Mais les échos persistent. Pour le roi Charles, l'effondrement n'était pas seulement physique, il était émotionnel, une confrontation avec la mémoire elle-même. Et pour le monde, la voix de Diana est revenue, douce mais éternelle. Son dernier message, « Dites à mes garçons que je voulais la paix », persiste comme un murmure à travers la couronne qu'elle a changée à jamais.